Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Nodli, une personne qui est très chère à mon cœur comme invitée. L'épisode qu'on vient d'enregistrer, il est merveilleux, fantastique, Vraiment, vraiment. vraiment. Euh, On a parlé d'immigration, en fait, puis on a revu son histoire. Moi, à chaque fois que j'entends des histoires d'immigration, là, ça vient me toucher parce que je me dis chaque histoire est tellement différente. Puis honnêtement, on voulait parler avec elle d'immigration, c'est son histoire qu'elle nous a livrée, mais je pense que c'est tellement important, justement, que les gens aient l'opportunité d'entendre l'histoire d'une personne, toutes les ramifications que ça a, les impacts que ça peut avoir sur nous, les hauts et les bas. Fait que vraiment, je vous invite à aller écouter l'épisode pour entendre tout ça. Et sincèrement, je pense que vous allez peut-être avoir une perception qui est complètement différente de ce que les gens peuvent avoir habituellement dans l'idée de immigrer, tu laisses ta famille en arrière, tu pleures à l'aéroport, tu as une vie meilleure et tout va bien. Et après, ben, deux, trois petits papiers et c'est réglé. Je pense qu'il y a beaucoup plus que ça. Puis je pense que aujourd'hui, je réalise que peut-être il y a autant d'histoires, ou peut-être même plus d'histoires qu'on pourrait imaginer que de personnes qui ont immigré. Alors, je vous invite à ouvrir cette discussion-là avec les gens autour de vous qui ont peut-être immigré, que vous n'avez pas pris le temps. Moi, je ne connais pas l'histoire d'immigration de mes parents. Si vous avez des histoires d'immigration aussi que vous voulez nous partager, vous pouvez le faire en message privé, vous pouvez le faire en écrivant sous les commentaires de la publication YouTube ou sur Spotify ou n'importe quelle plateforme. Ouais. Et allez vous abonner sur Patreon parce que justement, après, on parle de l'impact justement sur la famille et tout. Fait qu'allez vous abonner, ça vaut vraiment la peine. Alors, on vous souhaite une bonne écoute. On parle de charge mentale. Ah, je suis à la maman. En fait, il faut être organisé. Les malades, Tu sais pas gérer ton foyer, ta famille ou bien tes affaires. Là, ils vont venir te parler de charge mentale, des maladies de parents. On passe au là où il faut payer. Aux enfants, il faut que les enfants voient les psy. Moi, il est hors de question. Dépression. Parce que tout ça peut gâter la tête de bon nos même. enfants. Ça suffit! Changeons notre narratif. Le podcast Afrodescendant Démystifions notre bien-être vise à briser les tabous de la santé mentale auprès des communautés noires, un sujet à la fois. Au travers les épisodes, un ensemble d'invités diversifiés nous rejoindra pour échanger sur différents thèmes en profondeur. Grâce à leur expérience et à nos connaissances, vous trouverez des pistes de réflexion afin de briser les tabous en lien avec la santé mentale. Ensemble, nous ferons la lumière sur tous ces sujets qui sont restés trop souvent dans l'ombre. Je suis Jennifer, criminologue. Je suis Manuela, psychoéducatrice, Nous sommes deux professionnels engagés dans plein de projets. mais qui veulent prendre le temps d'aller à la rencontre des gens. Alors bonjour, bienvenue sur le podcast aujourd'hui. Hi! Moi, je suis super contente parce que je rencontre une nouvelle personne, Nodli. Manu, tu vas nous la présenter? Oui, je vous présente Nodli. Ça fait plaisir d'avoir Nodli aujourd'hui. Nodli, c'est une femme fantastique, une maman, c'est une artiste. Alors, Nodli, l'artiste, je pense que Nodli est née artiste parce que, franchement, ça coule dans tes veines. C'est vrai. Et j'aimerais expliquer comment j'ai rencontré Nodli parce que, au départ, dans une de mes anciennes vies, un jour, quelqu'un m'a dit « J'ai un groupe de musique et j'aimerais que tu viennes voir et tout, et tout. » Puis là, je vais voir le groupe de musique, Nodli est la chanteuse à l'époque et tout. Puis je trouve ça vraiment pertinent. Puis peut-être une semaine après, on me dit « Oh, mais on aimerait ça que tu sois notre gérante. » Et là, je dis « Mais pourquoi? Je ne suis pas une gérante. » Et là, on me dit « Oh non, tu es une personne organisée, puis on aurait vraiment besoin pour trouver des contrats et tout. Tant qu'à avoir personne puis que ça ne marche pas, ben, on sera prêt à t'essayer. » Puis moi, au départ, je dis non. Mon nom tient peut-être 4 jours. Ensuite, je fais mes recherches sur Internet pendant une fin de semaine. Puis je dis, OK, j'essaye. Alors, j'ai été, pendant un bref instant, peut-être une année, la gérante de Nodli. Un peu plus d'une année. Hein? Un peu plus d'une année? Oui, un peu plus d'une année quand même. Voilà. Ouais. Oui. Puis ensuite, voilà, j'ai décidé de faire autre chose de mes temps. C'est pas totalement vrai. Quoi donc? Il y a eu cette déchirure, comment dire, comment je pourrais dire ça? On m'a kidnappée à vous. Ah oui, Il y a eu cette séparation douloureuse c'est vrai. qui, après, ben, le groupe, il s'est craché, et puis après, voilà, on Oui, pourra c'est en vrai. parler. Ça fait un peu, c'est un peu rapport avec l'immigration, Ça a d'ailleurs. par rapport avec l'immigration. Ouais. Voilà, Parce c'est que Nodli, ça. c'est une citoyenne du monde. Nodli je pense que tu vas pouvoir l'expliquer aussi. Nodli, elle est née, puis dès le début de sa vie, elle était un petit peu entre deux cultures. C'est ça. Et voilà. Et voilà, aujourd'hui,
j'aimerais bien partager cette histoire qui est ta vie par rapport à l'immigration, par rapport à l'impact que ça a eu sur toi. Et on commence toujours avec 2 questions. Oui. La première étant, en grandissant, est-ce qu'il y a un sujet qui était tabou que tu aurais aimé qu'on aborde avec toi? Des sujets tabous? J'avoue que chez nous, il n'y a jamais eu de sujet tabou. Donc, honnêtement, je te laisserai court. Si toi, tu as envie de traiter d'un sujet tabou, let's go, parce que... Mais c'est bien. Non, c'est vrai, chez nous. Même cette semaine, en plus, on en parlait avec une amie de longue date. Ça fait plus de 30 ans qu'on est amis. Et puis, je ne sais plus, on parlait de gars, de relations et tout. Et puis, elle me disait, ouais, parce que nous, on a grandi à l'église. Elle me disait, ouais, mais toi, c'était différent parce que toi, t'étais cool. Elle me disait, parce que toi, certes, t'allais à l'église, mais déjà, t'allais à l'église en pantalon. Et puis, chez toi, tu pouvais aller au ciné, tu vois, des trucs comme ça. Je vivais quand même ma vie quand j'étais ado qui allait à l'église. Et je fréquentais aussi les garçons, donc elle trouvait ça cool. Et on parlait aussi justement de ça, des sujets tabous à la maison. Elle disait que ouais, elle aurait aimé qu'on lui parle un peu plus de certaines choses et tout. Donc, j'en conclus que non, on n'a pas... malgré que j'ai grandi dans une famille chrétienne, on n'avait pas de sujet tabou à la maison. On pouvait traiter de tout. Sexualité, orientation sexuelle. Ça a été une question aussi. Savoir si j'étais gay, peut-être à un moment donné. Bref. Ben, c'est quand même vraiment bien. Oui, c'est ça. C'est la première fois qu'on a une invitée qui nous dit qu'elle n'a aucun sujet Zéro. Ouais. Vraiment? Vraiment. Je suis ouverte à tout. Oui, mais tu peux être très ouverte, mais avoir grandi, puis avoir voulu d'une ouverture. Tu comprends? Parce qu'il y a des gens qui... Certes. Il y a beaucoup de familles où est-ce qu'il y a des sujets que, on n'en parlait pas. Ça n'existait pas. Je pense que peut-être que j'aurais même préféré qu'il y ait un peu de... Comment je pourrais dire ça? Un peu de pas de retenue, mais un peu plus de filtre à la maison. Ouais. Qu'il n'y avait pas. Tu vois? Ça sort comme ça sort, et puis on en parle, et puis on se fâche un bon coup. Puis voilà, c'est fini. OK. Intéressant. C'est bien. C'est ça. La deuxième question qu'on pose à tout le monde, c'est à quel moment as-tu réalisé que tu avais une santé mentale et qu'il fallait en prendre soin? Ouh! Mm-hmm. À quel moment que je m'en suis rendu compte? Je crois peut-être les 3 dernières années, éventuellement, par rapport à une petite situation de cœur et tout. Puis il y a des choses qui se sont manifestées que je ne comprenais pas forcément. Et puis c'est là que je me suis rendu compte que, ouais, quand même, la santé mentale, c'est pas à négliger. Et que c'est quelque chose de quand même récent. C'est quelque chose de quand même récent. Je pense peut-être, même en ce moment, même, ça a peut-être un petit impact. Ouais. C'est à l'ordre du jour en plus en ce moment, j'avoue. Okay. Alors, le sujet d'aujourd'hui qu'on va aborder, c'est la migration, l'immigration, l'émigration, arriver, partir. Toi, dans ta vie, si tu as parlé de ça, par où tu commences? Par où je commencerais? Par l'immigration. Moi, déjà, perso, je suis une enfant de l'immigration, mais dans tout le sens du terme, ma vie a commencé avec l'immigration. Premièrement, je suis de la Guadeloupe, je suis née en Guadeloupe, mais de parents haïtiens qui ont immigré en Guadeloupe un petit peu clandestinement quand même. Et à l'issue de ça, ça a eu des répercussions positives sur la suite de mon cheminement, parce que du coup, j'ai été adoptée par des Guadeloupéens. Et ça a été décidé parce que mes parents ont dû retourner en Haïti vu qu'ils n'avaient pas de situation. Donc, ils m'ont laissé à une famille guadeloupéenne qui m'ont adoptée. Donc, c'est ça. Donc, je commence ma vie en Guadeloupe. Je suis née en Guadeloupe, je grandis là-bas. Puis ensuite, à mes 17 ans, à mes 17 ans, ma mère elle m'envoie chez mes frères en France pour finir l'école. Qui s'ensuit que je décide de partir à l'aventure un peu à Londres. Je voulais m'y installer, mais 3 mois après,
j'ai déchanté parce que c'était hyper cher et que je ne m'étais pas préparée sur le plan budgétaire. Je suis retournée à Paris, j'ai travaillé. À l'époque, je travaillais au musée du Louvre. Je travaillais, j'ai mis des sous de côté. Et le Canada faisait partie des destinations que j'avais choisies pour immigrer. Et j'ai décidé de venir tenter ma chance. Et puis, ça a fonctionné. Mais si tu dis le Canada faisait partie des destinations que tu avais choisies, c'est parce que tu savais que tu ne voulais pas retourner en France, rester en France ou retourner en Guadeloupe. Exact. Okay. Exact. Parce que la Guadeloupe, ça reste une île, une île qui appartient à la France. Les opportunités, il n'y en a pas. Tu peux vivre bien en Guadeloupe et avoir la chance d'être fonctionnaire et de bien vivre. Mais au-delà de ça, des jobs de gouvernement, il n'y a pas vraiment beaucoup d'opportunités, sauf si tu décides d'ouvrir un resto ou travailler dans les magasins et tout. Tu vois, par exemple, quand je vois qu'ici, à l'adolescence, tu peux aller travailler au McDo, mais au McDo en Guadeloupe, c'est les darons qui travaillent au McDo, en fait, tu vois. C'est pas les jeunes, il n'y a pas de job étudiant. Si tu veux un job, tu es mieux de faire le système D, système débrouille-toi, quoi, tu vois. Donc, que j'étais une partisane, d'ailleurs. Je me rappelle quand j'étais ado, ça m'arrivait soit de coiffer les gens pour avoir un peu d'argent de poche ou bien de faire des petits gâteaux. Et puis, tu vends les parts à 2 francs. À l'époque, c'était en francs, tu vois. 2 francs, 5 francs, ou bien tu fais griller des pistaches, tu vas à la plage, et tu dis « bien grillé, pistache, bien grillé ». C'était ça, en fait, tu vois, ton petit hustle d'ado, quoi, tu vois. Donc, non, c'était pas une option. Pour les rêves que j'avais, les objectifs que j'avais, les objectifs de vie, les rêves, la Guadeloupe, la France n'était pas vraiment... la France aurait pu, mais je sais pas, quand j'étais enfant, aller savoir pourquoi la France ne faisait pas partie des pays que j'avais envie de vivre, en fait. J'avais toujours visé soit les États-Unis, soit le Canada, l'Angleterre, bizarrement des pays anglophones. Je pense que j'étais très attirée par l'anglais et tout. Et c'est ça. Alors, l'Angleterre, je ne m'étais pas préparée, puis c'est un sacré budget, c'est cher. Ensuite, les États-Unis, j'avais vite déchanté aussi. Ça ne m'intéressait pas parce que je m'étais dit, quand même, si tout se passe bien, j'aurai des enfants là-bas, puis on sait un petit peu comment ça se passe, etc. Étant noire et tout, tu vois, je me dis, est-ce que j'ai envie d'élever mon enfant, tu vois, peut-être dans un pays où même si que, bon, tu survis en tant que noire, mais c'est quand même un peu, tu vois. Et donc, du coup, je m'étais fixée sur le Canada. Ce que mes parents n'ont jamais compris, ma famille, ils n'ont pas vraiment compris le délire. Ils se disaient, ouais, mais pourquoi aller vivre chez les igloos? J'étais comme, mais de quoi vous parlez, en fait? C'était comme, OK, mais il fait froid là-bas. Parce que eux, quand tu parlais à l'époque que je suis venue quand même, c'était 2009, quand tu parlais du Canada, je ne sais pas pourquoi les gens, ils avaient comme image du Canada les loups, les autochtones et les igloos, tu vois, comme c'est ça, en fait, tu vois. Et étant donné que j'avais pas de famille, j'avais pas de cousins qui avaient immigré avant ou même qui étaient étudiants, c'était nouveau pour tout le monde. C'était même nouveau pour moi, en vrai. Parce que je partais à l'aventure, je savais pas, en fait, ce que j'allais y trouver. Je savais pas comment ça allait se passer. Choc de culture, barrière de langue, etc. Je savais que dalle. Je savais juste que je voulais venir ici, c'est tout. Puis est-ce que c'était dans un but de vivre de ton art? Exact, parce que, alors, en France, je préparais un bac en communication et gestion des ressources humaines. Et ici, j'avais passé l'audition pour intégrer le TCQ, l'École de cinéma et de télévision du Québec. Parce que, ouais, j'avais toujours rêvé d'être scénariste, actrice, tu vois, les délires comme ça et tout. Donc, j'avais passé l'audition, j'avais réussi. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, vas-y, on y va. Et donc, du coup, je suis partie à l'École de cinéma et de télévision du Québec. La raison pour laquelle je pose cette question-là, c'est que tu dis, j'avais une attirance vers les pays anglophones, le Canada, les États-Unis. Exactement. Fait que je me disais peut-être que c'est un lien avec le fait de percer. On sait que quand on perce aux États-Unis, on est connu dans le monde. C'est plus... C'est vrai. C'est une belle analyse, en effet, c'est ça.
ces opportunités que j'aurais peut-être pas pu obtenir aussi vite en France. Je ne dis pas que je n'aurais pas pu les obtenir, mais on sait tous comment ça fonctionne. Il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et nous, on ne connaissait que dalle. On ne connaissait personne, tu vois. Moi, je n'étais pas fille de, tu vois. Donc, c'est sûr, tu t'essayes ailleurs, là où rêver est permis, où bosser et avoir accès à certaines choses, c'est ça, était plus accessible. Et là, tu savais que tu voulais venir au Canada. Pourquoi? Alors, il n'y a personne ici, là. Il n'y a pas personne. de famille, il n'y a personne. Et c'est ça. Cette question, jusqu'à présent, je ne peux pas te répondre. Je pense que c'était écrit. Il fallait que je vienne ici, puis c'est ça. Pourquoi? C'est pas comme si j'avais des amis qui me disaient « Vas-y, viens, c'est trop bien, on s'amuse, etc. Il y a des opportunités. » J'avais personne. J'ai tout construit ici. Mon réseau, mes amis, mes affinités. Puis si maintenant j'ai de la famille, c'est... par exemple, là, il y a mon frère, ça fait 1 année qu'il est ici. Mais c'est ça, il n'y a personne qui m'a dit de venir, j'ai juste choisi... C'est comme si tu prends une carte du monde, tu tournes, et mets puis ton doigt. c'est ça, tu mets ton doigt, tu dis, allez, vas-y, on y va, on tente. Alors, j'ai une autre question pour toi, c'est comment c'est quand tu arrives et qu'il n'y a personne au final? Parce que, je ne sais pas, est-ce que tu imaginais quelque chose ou tu t'es dit, je me lance les yeux fermés? Parce que je me dis, tu ne sais pas trop, tu tournes ta map, tu mets ton doigt, tu dis, parfait, on est dans un prince à New York, je vais là. Et quand tu arrives, c'est comment? Hey. Est-ce que c'était l'hiver ou l'été? C'était... Je suis arrivée en été. On a commencé, mais j'ai fait quoi? 2 semaines, même pas 2 semaines. J'ai fait 1 semaine à Montréal. J'ai pas visité parce que, alors, truc de ouf. Hein. Déjà, moi, quand j'avais prévu de venir, je devais aller à l'hôtel. Et c'est pas que dans l'avion, je rencontre un cousin qui me dit que lui aussi va à Montréal. On se rencontre à l'embarquement. Hein. Il va à Montréal et ne voilà-t-il pas qui me dit « Oh, mais si tu veux, tu dormiras avec moi chez mes amis. » Donc, je suis arrivée chez ses amis qui m'ont hébergée pendant mon séjour 1 semaine. Je me suis liée d'amitié avec la sœur de cette amie-là, qui est devenue une bonne amie et qui est toujours une amie et qui est un élément phare à mon comment dire, est-ce que je peux dire mon épanouissement, mais en tout cas, un élément phare. Et donc, du coup, j'ai fait 1 semaine à Laval. 1 semaine à Laval. Et puis après, j'ai pris les bus pour pouvoir aller à Québec. Tu t'es installée à Québec? Québec City, mon Dieu. Je n'oublierai jamais. Je sais même pas si je dois le mentionner, mais c'est une ville que je suis vraiment traumatisée. Je n'ai plus jamais remis les pieds à Québec. On était en 2008, là. On était en 2009. 2009. Et tu me crois que je me rappelle, il y a 3 ans de ça, on m'a proposé d'aller à Québec. Je crois que j'ai fait une crise de nerfs, en fait, tu vois, et je ne suis même pas allée. C'était un week-end. J'ai été traumatisée ma vie. Et j'y ai fait 2 ans. Mais qu'est-ce qui t'a traumatisée? Ah, mais tout. C'est-à-dire, bon, déjà, je n'étais pas prête, en fait. Parce que vous dites que vous parlez français, les gens, quand même. C'est-à-dire que le Québec, normalement, ils te disent qu'on parle français. Mm-hmm. Je comprenais que dalle. T'arrives, t'as cours, et j'étais en stress parce qu'après chaque cours, j'allais voir un ami pour lui dire « Est-ce que tu pourrais m'expliquer ?» Donc, après un cours, j'ai un autre cours où on est en train de me faire de la traduction, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Et il y a ça, il y a aussi, tu sais, j'arrive dans une ville, il n'y avait pas beaucoup de Noirs à l'époque. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de Noirs. Moi, je suis une Renoir très grande, avec des locks. Ouais, parce qu'à l'époque, j'avais des dreads et je n'oublierai jamais, quand je marchais dans les rues, les gens, on était à 3 Renois à l'école. 3 Renois. Alors, 2 Saint-Martinois et moi-même.
Et souvent, les gens, ils ralentissaient pour voir qu'est-ce qui se passe. Même la police, tu sais, même la police, j'exagère même pas. Et à l'époque, je vivais à Wandake. C'est une réserve. Et j'ai eu un bel accueil d'une famille, je ne sais pas si je dois mentionner leur nom de famille, la famille Couture. Et j'ai eu un bel accueil et tout. Puis j'étais dans les trucs d'étudiants. Mais c'était un peu compliqué, entre guillemets, l'intégration. Mais moi, je pense plus que c'est le choc des cultures. Et puis, les gens ne sont pas très habitués. Je sais pas, moi, souvent, on me demandait mais oui, mais tu t'es adoptée. Je dis mais oui, mais non. Mais parce que pour eux, je suis adoptée par des parents québécois. Oui, par des parents québécois. Parce qu'ils disent mais tu parles très bien français. Je dis mais c'est parce que on parle français chez moi en fait, tu vois, comme oui, non, mais c'est que tu parles très bien français, tu t'exprimes très bien. Puis je lui dis mais je suis supposée comprendre quoi en fait? Tu vois, et puis ils disent non, mais tu viens d'où encore et tout? Je dis, je viens de la Guadeloupe. Hey, Guadeloupe, t'es mexicaine? Je dis, non, c'est pas Guadeloupe, je viens de la Guadeloupe. La Guadeloupe, située dans la Caraïbe, tu vois un peu, c'était comme... et puis, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Pas vraiment, parce que j'ai compris que c'était même pas du racisme et tout, c'était plus... un manque d'éducation sur certaines choses ou de l'ignorance en fait parce que on s'entend, il n'y a pas beaucoup de, même notre communauté n'est pas très grande, hein, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, même si qu'au fil des années il y en a de plus en plus, mais on reste pas très très énorme comme communauté, donc je peux même pas leur en vouloir, mais c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Ben, tu sais, moi j'ai grandi à Montréal, puis dans le temps, quand je disais que mon père venait de la Barbade, les gens ne savaient pas plus. Il fallait que je leur explique la Barbade, c'était où dans les Antilles, que c'était si. Toutes mes présentations orales, toutes mes exposés, c'était là-dessus pour que les gens sachent. Mais c'est pas typique aux îles françaises. Là, c'est vraiment... du tout. Et surtout quand certains Québécois prétendent que oui, non, mais moi, je voyage beaucoup. Hein, moi, je vais dans le sud et tout. Et tu vas où? République dominicaine, Cuba et puis Mexique. D'accord. Mais il y a d'autres îles. Je ne sais pas si vous savez, comme... tu vois, il y a d'autres îles et tout, mais c'est ça. Ils s'arrêtent à ça comme destination. C'est correct. Puis, tu finis par partir de Québec? Oui. Et avec ton diplôme? Avec mon diplôme, et je vous explique. En fait, alors, toutes ces années, non, j'ai fait comme les 6 premiers mois à Québec avant de découvrir d'autres villes, en l'occurrence Montréal, et là, ça a été la révélation. Parce que moi, je vous jure, pendant les 6 mois à Québec, et j'étais dans ma chambre, j'étais comme sur ma vie, si c'est ça le Canada, je me casse, je finis l'école et je me casse, je me tire. Et je comprenais rien, même les maisons, comment elles étaient construites et tout, on dirait des bouts de carton. Tu sais, chez nous, c'est du parpaing, donc machin, mais j'avais vraiment l'impression que c'était un bout de carton qui nous séparait. Il y avait tout qui était... Tout était déconstruit autour de moi, en fait, et j'ai mal vécu, en fait, les 6 premiers mois, jusqu'à ce que... Parmi mes 2 confrères Saint-Martinois, donc Saint-Martin, c'est le nord de la Guadeloupe. Avant, ça appartenait à la Guadeloupe, mais plus maintenant. Maintenant, c'est une communauté d'outre-mer. Et donc, j'ai 2 confrères Saint-Martinois qui étaient là. Et puis, il y en avait un qui partait en week-end chez des amis à Montréal. Et puis, j'ai dit, vas-y, je viens avec vous. Parce que, certes, j'ai fait escale à Montréal, mais moi, je n'ai pas vu Montréal, en fait. Même pendant la semaine que j'étais à Laval, je crois que je suis restée avec ma pote. Ils m'ont amenée au Tim Hortons et au mall de Laval, et puis that's it, tu vois. Et donc, moi, je connaissais pas. Et puis, quand j'ai été, mais c'était un délire. J'étais comme, mais voilà, c'est ça, c'est de ça que je parle, c'est ça que je voulais. C'est la grande ville et tout, animée, avec des activités. Puis les gens sont, voilà, maintenant, tu commences à me parler. Tu vois, j'étais comme, OK, c'est ça. Donc, en fait, j'ai atterri dans la mauvaise ville. Donc, j'avais vite envie de finir pour pouvoir venir m'installer à Montréal, et c'est ce que j'ai fait. Et qu'est-ce qu'il y a de si fantastique à Montréal? Parce que quand on est né à Montréal,
Moi, je sais que toutes les personnes qui viennent puis qui sont comme oh, c'est tellement merveilleux, je me dis mais il y a quoi? Je pense que c'est parce que vous êtes né à Montréal. Donc, quand on connaît certaines choses, on n'a peut-être pas idée. Il fallait que tu naisses soit à Québec ou bien à un endroit bien retiré pour comprendre qu'il y a certaines villes qui sont plus animées. Je ne dis pas meilleures que d'autres, tu vois. Je pense que ça dépend de ta personnalité, de ce que tu recherches. Il y a des gens qui ne vont pas kiffer Montréal parce que ce n'est pas assez vert, ce n'est pas assez nature, tu n'es pas assez ancré dans... Tu vois, ils veulent plus de rivières, de roches, d'arbres et tout. Tu vois, je pense que ça dépend de ce que tu recherches, de ce que tu... Puis moi, j'étais devenue, bien qu'en Guadeloupe, j'ai grandi à la campagne, j'ai grandi à la plage, j'ai grandi dans les bois. Je suis une fille des bois, je ne suis pas une fille des villes. Mais après, une fois que j'ai déménagé sur Paris, je suis devenue une citadine, je suis devenue une meuf de ville, en fait, tu vois. Donc, une ville animée, qui ait des activités, qui ait des choses à faire. Tu as des shows, tu as des concerts, tu peux rencontrer du monde, tu vas clubber, frère. C'est sûr, ça fait une différence. Hein. C'est pas dans ton petit trou à Wandake, en tout cas, tu vois. Donc, c'est ça. Donc, oui, Montréal, pour moi, c'était pas la révélation, mais ça me correspondait beaucoup plus dans mes attentes et dans ma vision. Dans ma vision de mon avenir, en fait, dans ce pays, au Canada. Intéressant. Puis, comment ça s'est passé le moment où tu t'es installée à Montréal? Parce que tu es partie de Québec, tu es revenue à Montréal. Est-ce que tu avais déjà créé des liens avec des gens ou tu étais encore toute seule? Ou... Dinguerie, parce que moi, ma vie, c'est un film, meuf. Franchement, je sais pas. Faudrait un jour que je m'assieds avec quelqu'un pour pouvoir écrire. Je pense que ça ferait un bon film. Alors déjà, quand je devais revenir à Montréal, à l'époque, j'avais une promesse de stage avec Martin Matt. Ouais, j'avais une promesse de stage avec Martin Matt. Et donc, du coup, je quitte l'école. Ah oui, à savoir que j'avais mis de l'argent de côté pour l'école, mais moi, je n'avais pas pensé à la suite. Les histoires d'immigration, l'argent que tu dépenses et tout. Donc, j'avais déjà tout fumé en payant la scolarité. Mais moi, dans ma tête, c'est OK, tu viens, tu as un pied-à-terre, tu t'assures d'être repéré. Puis après, tu auras des opportunités de ouf. Donc, certes, j'ai eu une opportunité de stage avec Martin Matt, mais moi, je n'avais pas calculé les histoires de changement de visa. Parce qu'à l'époque, quand tu as un permis d'études, tu t'en tiens à ton permis d'études. Et je crois que tu avais juste 20 heures à l'époque où tu pouvais travailler. Mais les jobs que tu pouvais faire, c'était genre en supermarché et tout. Maintenant, ça a changé. Tu peux faire tout ce que tu veux et même plus d'heures. Mais voilà. Donc après, il a fallu que je change mon statut. C'était des sous. Moi, j'y avais pas pensé. Et donc, du coup, si tu veux, quand je suis venue à Montréal, j'étais en mode, pas survie, mais en mode, ouais, il va falloir se démerder pour débloquer les fonds, pour pouvoir payer mon visa. Et même en venant à Montréal, j'ai fait de l'autostop. Yeah. C'est quelque chose qu'on voit plus, ça. C'est ça. J'ai fait du stop de Montréal à Trois-Rivières, la ville de Trois-Rivières. Non, la ville de Joliette, autant pour moi. Joliette. Et j'ai dormi... Alors, la personne qui m'a posé dans un McDo. Et du McDo, je ne savais plus quoi faire et tout. J'étais paumée, j'étais comme, OK, où je suis. Pendant toute la journée, j'étais dans le McDo à essayer de trouver une solution. Et c'est une dame, je crois que ça faisait la deuxième fois qu'elle passait dans le McDo. Et puis elle me disait, mais depuis ce matin, je vous vois, est-ce que tout va bien, etc. Puis la dame, elle m'a hébergée ce soir-là chez elle. Ça j'ai aussi, dormi c'est des choses qu'on voit plus beaucoup. Non, mais c'est ça. Elle s'appelle, je ne me rappelle plus de son nom. J'aurais shout-out, mais je ne me rappelle plus de son nom. Mais c'est une dame de Joliette, hyper gentille. Donc elle m'a hébergée chez elle. Elle m'a hébergée 2 nuits. Ensuite, elle m'a mis dans l'autobus avec de l'argent de poche, $80. J'oublierai jamais. Wow. Cash. Elle m'a donné $80 cash. Elle m'a mis dans le bus de Joliette, même le concept du bus, moi, c'était la première fois, tu vois.
bus de Joliette à Montréal. Et quand j'ai atterri à Montréal, j'avais un confrère, Jefté, de la Guadeloupe. Et Jefté, on a un peu grandi ensemble par rapport aux églises et tout. C'était pas un pote, hein, c'était quelqu'un qui allait à l'église. Et puis, je me suis rappelé que, voilà. Et donc, du coup, il avait décidé de m'héberger quelques jours. Et à l'époque, il vivait avec son cousin. Donc, je dormais dans le salon. Quand le cousin, il a déménagé, il m'a laissé sa place. Et on est devenus colocataires, Jefté et moi. Et c'est comme ça que ça a commencé mon aventure à Montréal. Et c'est ça. C'est quand même toute une aventure. C'est quand même particulier de se dire, par exemple, qu'une personne qui était confortable sur Paris décide de venir au Canada, décide de passer au travers ça et malgré tout décide de rester et de s'installer plutôt que de faire comme, ben non, ça marche pas. Ça fonctionne pas, je retourne. J'aurais pu parce que même là, j'évite les détails. Je ne sais pas s'il y a déjà un agent de l'immigration qui regarde. Quoique maintenant, j'ai ma résidence normale. Moi, je suis safe. Ça va. Faut pas attendre la citoyenneté, peut-être. Mais j'ai vécu dans l'illégalité à un moment donné. J'avais plus de statut. Et du coup, ça a été tout un truc parce que tu rentres dans un cercle vicieux. Là, je ne pouvais pas travailler. Ça, je n'ai pas enfreint la règle. OK? Juste un peu. Je faisais des jobs sous la table où je gardais des enfants, où j'ai été serveuse aussi et tout. Mais les sous que je me faisais, c'était pour payer ma chambre, la colocation. Et donc, du coup, je n'avais jamais assez pour pouvoir régler mes trucs d'immigration. Et c'est comme ça que je suis tombée sur toute ma vie, je tombe sur des Samaritains. Donc, c'est une dame, elle, je me rappelle très bien de son nom, elle s'appelle Kelly. Et puis, si elle a l'occasion d'écouter le podcast, Kelly, je te fais un big shout-out. C'est une dame que j'ai trouvée par hasard sur Kijiji. Parce que je me suis dit, bon, au moins savoir combien ça pourrait coûter, quitte à payer en plusieurs fois. Et donc, je l'ai trouvée, puis elle avait été d'accord de pouvoir m'aider à me remettre, à régulariser ma situation en termes de papier, etc. Donc, à refaire mon permis d'études ou un permis qui me permettrait de rester légalement ici. Et au moment où elle l'a fait, tout a fonctionné. Et au moment où il fallait que je paye, elle m'a dit, non, vas-y, c'est cadeau. Cadeau et tout. Puis j'étais comme, mais je ne sais pas comment te remercier. Elle m'a dit, rends-le à quelqu'un d'autre. Fais de même pour quelqu'un d'autre. C'est ça. J'ai rencontré plein de petits Samaritains comme ça. Il y a des bons Samaritains au Québec. Il y a des bons Samaritains au Québec, quand même. Manu en fait partie aussi. Un petit peu. Donc, c'est ça. Donc, ça a été ça un petit peu mon cheminement, mais est-ce qu'avec ton statut d'immigration qui avait changé et tout, tu as quand même pu faire ton stage avec Martin Matt? Alors, non, mais j'ai pu faire mon stage avec Émilie Perrault. Et à l'époque, Émilie Perrault faisait partie du tournage de X-Men 2 avec Omar Sy. Donc, j'ai pu rencontrer Omar Sy. Donc, c'était plus Martin Matt, mais j'ai quand même rencontré Omar Sy. Donc, ça, c'est bien quand même, tu vois. Donc, c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'à travers chaque épreuve, chaque obstacle, il y avait toujours mieux qui se présentait à moi, en fait. Donc, j'avais pas... Je pense que mon état d'esprit non plus, quand je suis arrivée ici, mon état d'esprit n'était pas à la moindre difficulté, m'en aller. Et je pense aussi que je n'ai pas cet état d'esprit-là. Je n'ai pas été éduquée comme ça. Et c'est pour ça que j'ai toujours mon histoire, même ce que je raconte, je pense que ma famille serait surprise d'entendre en fait les difficultés que j'ai rencontrées, même si que bon, maintenant, de plus en plus, je raconte un peu les obstacles que j'ai rencontrés sur mon parcours. Mais à l'époque, dans ma tête, c'est vrai, si ma mère, elle l'aurait su, simple, il m'envoie un billet, puis tu rentres. Et pour moi, je l'aurais vécu comme un échec, en fait. Puis est-ce qu'il y a eu des moments sur ton parcours, par exemple, parce que là, tu as parlé de tous les bons Samaritains qui étaient là, mais je pense à toutes les personnes qui croisent des Samaritains un peu moins bons. Oui. Oh oui. Charlatan. Oh oui, j'en ai rencontré. J'ai des anecdotes aussi avec... je pense qu'ils vont se reconnaître aussi.
Mais je prends un exemple. Je vous ai dit, j'étais serveuse dans un pseudo-resto. Je tairais la nationalité. C'est quelqu'un qui pourrait éventuellement entendre le podcast. Et je me rappelle, oui, tu sais, il était super avenant au début. Il m'avait même acheté un téléphone. Pas un téléphone de ouf, hein, mais un téléphone où je pourrais être joignable, tu vois. Et donc, du coup, il connaissait ma situation, etc. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il m'a pas payé. Et moi, c'était important que tu me payes parce que moi, j'ai un loyer. Et puis, avoir un toit sous la tête, c'est le plus important, tu vois. Après, c'est sûr, il y avait GFT qui est un bon ami. Il aurait pu toujours avancer. Mais GFT aussi, il est étudiant. Ses parents, tu vois, le but, c'était pas non plus qu'il paye mes charges, tu vois. Et puis, je me rappelle, ce monsieur, je crois que, ouais, il me devait, c'était 171 $, qui, à l'époque, c'était énorme. Je suis désolée, tu vois, 171 $. Et puis, c'est ça, je lui demande, je lui dis, vas-y, j'ai un loyer à payer, etc. Puis, après, il m'a dit, tu vas faire quoi? Tu vas appeler l'immigration? Et j'étais comme, mes frères, tu peux pas. Il m'a dit, OK, ça te dérange, j'appelle l'immigration. Dis-leur, appelle la police. Dis-leur qu'il te manque 171 $ sur un travail que tu n'es même pas supposé. Je lui dis, mais tu te rends compte quand même que si moi j'ai des troubles, tu auras des troubles aussi, parce que quand même, tu vois. C'est toi qui m'engage. C'est ça. Mais il semblait pas plus inquiété. Parce qu'il savait que tu n'allais pas appeler. Oui, mais peut-être. Ouais, mais j'ai fait plus grave en fait. C'est-à-dire à la suite de ça, il a eu à payer plus que s'il m'avait donné les 171 $ parce que sur un élan de colère, j'ai balancé une pierre sur la porte de son resto. Ça a brisé la vitre du resto. Qui s'ensuit une course-poursuite où je rentre dans un autobus en essayant de fuir. Et puis il a pu me rattraper dans l'autobus. Puis le chauffeur nous a tous les deux foutus dehors, etc. Bref, c'était tout un truc. Mais oui, j'ai plein de petites anecdotes comme ça qui ont fait que tu sais, tu as l'instinct de survie et tu peux te mettre dans des situations quand même qui auraient pu... surtout de nos jours, tu sais, quand on entend tout ce qui se passe, les kidnappings, les meurtres, le fait d'être au mauvais endroit au mauvais moment, j'aurais pu être cette personne, mais je ne sais pas. La grâce, la protection, l'aura, appelle-le ce que tu veux. J'ai mis ma vie en danger plusieurs fois, mais Dieu merci, j'ai pas eu de choses fatales. J'ai pas connu de choses fatales. C'est quand même, tu sais, quand on pense à ça, c'est toujours un peu confrontant, ou je sais pas, mais de se dire justement, il y a des gens qui sont nés sous une bonne étoile, qui sont protégés, etc., versus Vraiment. d'autres personnes qui... Vraiment. Au contraire, vont jamais tomber sur des bonnes personnes, vont jamais réussir à se relever une fois qu'ils sont tombés ou quand il y a quelque chose de difficile qui leur arrive. Puis, tu sais, je sais pas s'il y a un côté spirituel. Oui, il y a un côté spirituel à croire ça, mais je veux dire, il y a aussi le fait que dans les faits, ça arrive pour vrai. Oui. Mais c'est quelque chose, ça Mais aussi. pas plus tard que, tu sais, les événements qui se sont passés dernièrement, la jeune Alexandra, tu sais, quand tu entends ça, dis que ouais, quand même tes parents ils t'envoient à l'étranger pour faire des études, jamais ils se disent que on va t'appeler pour te dire ouais, ton enfant il a disparu puis on l'a retrouvé, tu vois, c'est quand même dur. Et j'étais consciente de ça parce que c'est vrai que même si que des fois j'étais contrainte à faire des choses parce que j'ai des billes à payer, mais souvent je pense aussi que là où j'avais une certaine limite, c'est de me dire putain, mais s'il y a un truc qui m'arrive, je ne veux pas voir ma mère dans un certain état. Surtout qu'ils n'étaient pas au courant, en fait, de ma situation en termes d'immigration, parce qu'eux, ils ne comprendraient pas ça. Tu sais, en Guadeloupe, quand tu immigres, quand tu quittes la Guadeloupe pour aller en France, tu n'as pas de démarche d'immigration à faire, en fait. Tu as un passeport français, tu prends ta carte d'identité, tu y vas, tu vois. C'est quand tu viens dans les pays comme les États-Unis, le Canada et tout, même en Europe, tu n'as pas vraiment de démarche parce que le passeport français, c'est un passeport européen. Donc, quand tu quittes la Guadeloupe, tu vas en Espagne. Quand tu vas
appliquer, tout ça, machin. Tu n'as pas de démarche d'immigration à faire, tu vois. Donc, c'est quand tu viens dans ce genre de pays, États-Unis et tout, que tu vois que, ah ouais, quand même, tu vois, tu dois payer, je sais pas, le CSQ, le CAQ, le je ne sais pas trop quoi, l'avocat, le je ne sais pas trop quoi, puis que ton papier n'est pas valide, que tu dois recommencer, que tu dois prouver que tu parles bien français. Frère, tu vois, comme, c'est ça, tu vois, donc ma famille, elle n'était vraiment pas au courant de ces démarches-là, tu vois. Donc, si quelque chose me serait arrivé, j'avoue que ils auraient été dans le mal et je m'en serais voulu, en fait. Puis ensuite, tu vis heureuse à Montréal jusqu'à aujourd'hui? Aujourd'hui, j'avoue que là, c'est un autre défi. Parce que maintenant que j'ai mes papes-là, ouais, j'ai l'éclata, j'ai la résidence et tout, tu vois, c'est un autre défi. Après m'être battue quand même en 2009 à 2021 que j'ai eu ma résidence. Après une mesure d'exclusion, parce qu'on m'avait kick out du pays en 2015, parce que j'ai eu une altercation avec un agent de l'immigration. Mais attends, tu vas pas passer cette histoire-là comme ça. Raconte-nous. Raconte-nous. Alors, je décide de... Alors, à l'époque, Manu était notre manager et ça se passait très bien parce que j'étais vraiment à mon pic sur le plan artistique. Les festivals, on venait juste de faire... On avait fait Emergenza, et on devait passer à l'Astral, s'il te plaît. Et je décide de quitter peut-être une semaine pour le mariage de ma meilleure amie et de mon frère. Et en revenant, alors ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans un statut implicite, mais moi, quand je m'étais renseignée, on m'avait dit que je pouvais sortir parce que de toutes les façons, en attendant les papes-là, si jamais il y a de quoi qui se passe, comme j'ai un passeport français, je pourrais toujours revenir avec un statut de visiteur et attendre. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, je reviens, je suis un peu fatiguée du mariage, décalage horaire, etc. Pendant 2 heures de temps, alors, je reviens à l'aéroport, on m'interroge pendant 2 heures de temps, tu sais, on me fait faire des va-et-vient et tout. Et je sais pas, je pense que ce jour-là, soit le gars était mal luné, ou soit il s'est dit, elle, sur ma vie, elle rentre pas. Et du coup, après des échanges assez houleuses, je lui explique, je lui dis, mais en vrai, parce qu'en fait, dès qu'il m'interroge par rapport à ce que je viens faire et tout, je lui explique. Il me dit, oui, mais pourquoi vous êtes parti juste une semaine et tout. Je lui dis, mais parce que j'avais juste besoin d'une semaine, en fait. Il dit, oui, mais c'était le mariage de votre frère. Pourquoi vous n'êtes pas resté plus longtemps avec votre famille? Je dis, parce que j'ai des choses à faire ici, monsieur. Je vis ici. Il dit, OK, mais c'est parce qu'un billet, ça coûte hyper cher, en fait. Mais j'avais envie de lui dire, mais en vrai, mais c'est toi qui l'as payé, monsieur. L'argent vient de ta poche, tu vois. Je dis, non, écoute, mais d'où vous prenez l'argent? Je dis, mais c'est que je travaille. Oui, mais vous êtes étudiante. Certes, je suis étudiante, mais vous savez que quand tu es étudiante, tu as un permis de travail. Et je travaillais à l'époque au Jean Coutu. Je lui dis, donc je travaille. Ouais, c'était à l'époque où elle avait régularisé ma situation. Et donc, j'étais étudiante et je pouvais travailler au Jean Coutu. Et puis genre, je sais pas de quoi. Et puis le gars, il me dit, oui, mais c'est que là, je vois que vous êtes en statut implicite. Je dis, oui, mais comme j'ai le permis, j'ai le papier, j'ai le passeport français, normalement, je pourrais rentrer en tant que visiteur. Après, c'est vrai que c'est à la discrétion de l'agent de bord, mais on m'avait expliqué. Mais dès qu'il voit que je justifie et que je lui montre que, frère, c'est toi l'agent c'est toi le douanier, quoi, tu vois. Donc, fais mieux ton travail. Et c'est ce que je lui ai dit, en fait, et qu'il n'a pas apprécié. Ce que je lui ai dit, mais c'est qu'il s'agirait de mieux faire ton taf, en fait. C'est vrai, j'aurais dû mieux dire les choses. Et du coup, ça lui a pas plu. Il n'a pas apprécié. Petit shout-out à cet agent. Je tairai son nom, mais je me rappelle très bien. Je n'oublie rien. Et donc, du coup, c'est ça. Ça m'a valu 1 an de mesures d'exclusion où je n'étais pas autorisée à rentrer au Canada.
Qui dit, je ne sais pas si vous saviez, mais qui dit ne pas pouvoir aller au Canada, dit ne pas pouvoir aller aux États-Unis aussi. Tu es fiché aux États-Unis. Tu vois. Et donc, du coup, j'ai dû attendre les 1 an, faire un test. Donc, ça, c'était de 2015 à 2016. En décembre 2016, j'ai voulu faire un test pour voir si j'étais autorisée, si la mesure était levée. Et donc, je suis passée par les États-Unis exprès parce que je me suis dit, si je passe aux États-Unis, je pourrais passer au Canada. Donc, et en plus, je venais au Canada et c'est Manu qui m'avait reçue chez elle et tout. Et donc, c'est ça, ma mesure était levée. Donc, l'idée, c'était, quand je suis revenue, j'ai vu que ma mesure était levée. Je suis retournée à Paris, puis j'ai préparé mon retour à Montréal. Fait que pendant cette année-là, tu es restée à Paris? Oui, de 2015 à 2017, je suis restée à Paris. Ouais. OK. Donc, j'ai repris mes activités. Je suis retournée au musée. Je travaillais là-bas. J'ai travaillé sur mon projet musical, mais en solo. Du coup, ça a fait que, en m'attendant, le groupe, ils étaient un peu en stand-by. Chacun, on a pris des routes différentes. C'est ça que tu disais tantôt, ouais, on m'a enlevé. Puis ouais. Exactement. Parce que c'était vraiment soudain. C'était littéralement chien parce que je revenais pour qu'on puisse faire le show à l'Astral. Je te dis, on était vraiment... on avait participé à Faites comme chez vous. L'animatrice à l'époque, c'était Marie-Pierre Morin. On avait fait Emergenza. On avait fini combien? 2e? Ouais, c'est un concours. Vous avez fini 2e. C'est ça, 2e pour Emergenza. C'était pour représenter le Canada. Sur 400 groupes, hein, quand même. Hein. Wow. On avait fini 2e. On avait fait les Nuits d'Afrique. On avait eu pas mal d'opportunités. Les Franco. Oui, on avait fait les Franco. On avait fait les Franco aussi. Ouais, on a eu pas mal d'opportunités et tout. Puis c'est ça, ça m'a été arraché par l'agent. Et cette journée-là, parce que Nodli est une personne qui a un humour particulier, Nodli, elle a appelé pour dire qu'au final, elle va devoir retourner à Paris. Personne ne l'a cru. Ouais. On a dit, quelle mauvaise blague, de mauvais goût, franchement. Vrai. Là, dans 3 jours, on va jouer à l'Astral. Elle fait ce genre de blague. Elle est vraiment moche, cette fille. Et je pense que ça a duré un bon 3 heures. Nous, on était dans Nodli va nous rappeler, va nous dire « Je suis rendue chez moi !» Comme si on ne connaissait pas sa personnalité. Et voilà, elle nous rappelle pour nous dire « Non, c'est bon, je repars. » Oui. J'étais menottée. Alors là, on m'a ramenée. Alors, j'oublierai jamais. Je crois que j'ai des photos quelque part. Et comme une criminelle, s'il te plaît. On m'a menottée. On m'a escortée à l'avion. Il y a une place spécifique. Après, ils remettent ton dossier à un agent de bord. Et j'oublierai jamais parce que je me suis endormie pendant 7 heures. J'étais tellement... Et je crois que ce truc-là, c'est comme ça m'a frappée. Je ne comprenais pas. C'est comme si le monde, il me tombait sur la tête. J'ai dormi pendant 7 heures. Et ce qui m'a réveillée, c'est qu'en arrivant à Paris, le pilote qui dit la passagère Guerrier Nodli est priée de... Donc, je devais être la première à sortir. Est-ce que tu es restée menottée tout le vol? Non, quand je suis arrivée dans le vol, ils m'ont retiré une menotte. Et genre, quand tu arrives à Paris, je devais être la première qui devait descendre. Et dès qu'ils ouvrent la porte, qu'est-ce que je vois? La police. Et j'ai pleuré. Sur ma vie, j'ai pleuré et tout. Je dis, mais j'ai fait quoi? Ils disent, calmez-vous, madame, calmez-vous, ok, calmez-vous. Donc, ils prennent le dossier et tout. Puis, j'étais au bout de ma vie. Et je pleurais. J'ai dit, mais j'ai fait quoi, en fait, pour être traitée comme ça? Puis genre, le policier, il me disait, mais oh là là, mais qu'est-ce que vous avez fait? Donc là, il lit mon dossier. Et puis là, je lui explique. Et à un moment donné, je lui ai dit, ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, moi, je lui ai dit clairement, je lui ai dit que, ouais, il ferait mieux de bien faire son taf. Et puis le policier, il a fait... Il a fait, c'est donc ça. Il a dit, c'est juste ça, en fait. Il a dit, parce que les douaniers américains et canadiens, c'est des cow-boys, en fait, tu vois. Tu peux pas leur faire des réflexions qui pourraient mettre on en entend doute. souvent ça sur les Américains. Peut-être parce que je suis Canadienne. Mais moi, on entend souvent ça sur les Américains. Mais moi, les Canadiens, Oui, apparemment. ils n'ont pas le choix de me laisser rentrer, finalement. Oui, c'est ça. Juste oui, pas le choix. T'es canadienne. T'es canadienne, c'est bon. Oui, mais je crois que j'ai un peu pilé son ego. Donc, même le policier, même le douanier français était comme, ah ouais, c'est donc ça. Il a dit tout simplement. J'avais l'opportunité de peut-être revenir plus tôt. Peut-être pas, je m'explique. C'est parce qu'une fois que je suis arrivée à Paris, que j'ai été à l'ambassade du Canada et tout, qu'ils
qu'ils ont vu que j'ai eu un avocat. Et puis, elle m'expliquait que oui, il y a eu une faute. Parce que c'était vraiment excessif de me renvoyer juste sur ça alors que j'étais dans mes règles. Mais que le temps de faire le procès, etc., c'est de l'argent, c'est du temps. Et que j'aurai jamais gain de cause parce que c'est les gardiens du pays. Que s'ils prennent une décision, même si que c'est borderline, tu vois, il y a eu de l'intimidation, etc., ça servirait à rien. J'aurais pas gain de cause. Donc, c'est quoi 1 an? Parce que oui, j'ai donné les grandes lignes, mais j'avais été un petit peu intimidée parce que quand cet agent il avait décidé de me renvoyer, moi je lui ai dit ouais, mais moi je veux parler à un manager, je veux parler à votre boss, et tout, tu vois. Non mais moi je me suis cru dans un film en fait, tu vois. Je veux parler à un boss et tout, je m'en fous, je veux parler à un boss, etc. Et puis finalement quand il y a un boss qui vient, qui est un Renoir, et je me dis ouais, je suis sauvée. C'est les pires. C'est les pires. Donc lui, direct, il n'a même pas voulu écouter ma version. Il a dit, non, mais je t'explique en fait comment ça va se passer. C'est soit tu signes le document, on n'en parle plus, et pendant 1 an, tu ne rentres pas dans le pays, ou soit je m'arrange que tu ne remettes plus jamais les pieds ici au Canada. C'est comme ça qu'il m'a dit ça. Ça m'a vite refroidi. J'ai signé. J'ai juste signé. Je me suis dit, c'est bon, je suis cuite. Au revoir, chers amis. Et en plus, j'ai signé, mais je me suis dit, vas-y, ils vont me dire, OK, ben, tel jour, tu t'en vas. J'aurai le temps de rentrer à la maison, faire mon sac, etc. Tu vas faire tes bagages. Ouais. Même pas. Une fois que j'ai signé, ils m'ont mis dans un petit local, dans le fond, pendant 30 minutes. Après, le gars, il revient, il est en train de me noter et tout, tu vois. Donc, je repars. Les mêmes vêtements que j'avais pendant je ne sais pas combien de temps. Et la petite valise de bagages, même pas en soute, un bagage cabine. C'est avec ça que je suis retournée à Paris. Donc, je n'avais pas de vêtements, je n'avais rien du tout. Et j'ai dormi sur le canapé à mon frère pendant... Ah oui, parce qu'en plus, quand je retourne à Paris, c'est des attentats. Quelques jours après, il y a eu des attentats. J'étais comme, mais qu'est-ce que je fous ici et tout. J'étais en dépression. Ouais, pendant je crois que... Pendant 1 mois et demi, j'étais en dépression sur le canapé à mon frère. J'avais du mal à même sortir, revoir mes amis, renouer avec mes contacts et tout. Des fois, ils me disaient, oui, mais il faudrait peut-être penser à aller prendre une douche. Hein, là. Ça commence à bien faire ton histoire, tu vois. Et parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Je perdais tout, ma vie à Montréal, mes amis. J'avais plus de repères, moi, à Paris, tu vois. Ça faisait depuis 2009 que j'étais partie. En 2012, j'étais retournée, mais c'était en vacances. Après, en 2015, on me renvoie pour refaire une vie. Tu n'as plus de situation. Je veux dire, même si tu es française, après, il faut refaire tes paplards pour la sécurité sociale, pour si tu tombes malade, aller voir un médecin et tout. Donc, il faut tout refaire à zéro, en vrai, tu vois. Donc, cet agent-là, il m'a vraiment mis dans le bourbier, en fait. C'était un peu difficile, mais j'ai pu quand même... Ouais, j'ai pu remonter la pente. Je suis retournée travailler au Louvre. J'ai revu mes amis. J'ai travaillé sur mon projet solo. Et puis c'est ça. Et tu retournes quand même travailler au Louvre en plus, hein? Tu Oui. travailles au musée du Louvre, Oui. tu pars. Moi, je pars à l'aventure, bye. Ah, finalement, je suis coincée dans le pays, je reviens, besoin de moi. Et puis c'est parce que c'est ça. Le Louvre a cette particularité qui fait que, une fois que tu y as travaillé, ça dépend, hein, je parle pas de... Mais c'est vrai que j'y ai travaillé longtemps. Tu as des statuts qui te permettent. Donc, tu n'es pas CDI, tu n'es pas CDD, ça s'appelle la dispo. Ça veut dire que pendant 5 ans, tu peux t'absenter et puis reprendre ton poste pendant 10 ans. Et moi, ça ne faisait pas encore 10 ans, donc je pouvais reprendre le poste que j'avais. Là, plus maintenant, puisque c'est ça, mais c'était ça. Mais mais avec mon badge à vie, j'ai accès gratuitement. Ah, c'est cool quand même. C'est ça. Ça veut dire que tu es arrivé après un certain temps, il y avait quelqu'un qui avait pris ton poste, puis tu as dit comme je reviens, puis la personne a perdu en son fait, poste? ils ont toujours, pour ce poste-là, ils ont toujours besoin d'agents, en fait. Okay. J'étais contrôleur aux expos. Donc, en général, même si que pour les expos temporaires, s'ils n'avaient pas besoin de monde, souvent, c'est dans les expos temporaires qu'ils prennent de nouvelles personnes.
qui doivent reformer et tout. Mais dans les expos permanents, c'est-à-dire la Joconde, elle ne va jamais se casser. Elle va toujours être là. Elle vit là, tu vois, Mona Lisa. Donc, pour les agents, pour tout ce qui est expo permanent, tu es là, quoi. Donc, quand tu veux, tu viens. Et puis, quand je dis quand tu veux, tu viens. Même si tu es parti un moment, du moment que tu es dans les délais, tu peux revenir et puis te remettre dans le département que tu étais avant. C'est ça. Puis là, après, tu es revenu, tu n'es plus jamais parti, tu as eu ta résidence. Oui, je suis revenue. J'ai eu ma résidence. J'ai eu ma résidence en 2021, le jour de mon anniversaire en 2021. Je n'oublierai jamais. C'était comme un cadeau. Je crois que ce jour-là, quand j'ai reçu le message que j'étais résidente, tu sais, quand tu avais soif de quelque chose, que tu l'as attendu, mais que ça n'arrive pas, une fois que ça arrive, tu es un peu dans le déni. C'est comme si pour toi, c'était comme impossible que ça puisse arriver ce jour. Et une fois que tu l'as, tu te dis, bon, what's next, en fait, tu vois? Tu as l'impression que le défi de ta vie, ça y est, tu l'as obtenu. Quoi d'autre, en fait, tu vois? Parce que c'est vrai que ça a toujours été... J'ai repris cette semaine, j'ai un cahier d'affirmation. Et je notais, en fait, tout ce que je veux et mes remerciements à l'univers et tout. Et j'étais en train de relire. C'est dommage, j'aurais dû le ramener. Et ça revenait souvent. Cher univers, merci que je puisse recevoir ma résidence permanente dans les plus brefs délais, que je puisse avoir le budget pour pouvoir payer mes démarches d'immigration. Et c'est toujours ça qui revenait dans ce fichu cahier. Je crois que je vais le garder. mais c'est vrai, c'est ça. Une fois que je l'ai, ma vie, c'est un autre défi. C'est ça, c'est relever d'autres Mais défis. c'est quand même assez particulier de voir, tu sais, tout le cheminement que tu as fait. Tu sais, tantôt, tu l'as décrit en disant citoyenne du monde, mais à quel point est-ce que tu voulais être au Canada? Tu sais, non, mais c'est vrai, parce que les personnes qui font ça, qui font cette route du combattant-là pour avoir une résidence ou une citoyenneté, surtout que je n'avais pas besoin de m'accrocher. Je ne viens pas d'un pays qui est en guerre, tu vois. Je veux dire, à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Tu fais quoi? Tu rentres en France, tu vois. La France, c'est pas la misère non plus, tu vois. Mais je ne sais pas. Je crois que... Alors, c'est soit je suis têtue, ou soit... je pense que je ne sais pas. Je pense que... Oui, je voulais me battre. Et aussi, je pense aussi que c'est surtout par respect pour, justement, toute l'énergie que j'avais déjà fournie. Tout ce que j'avais déjà investi en temps, en énergie, en risque, en argent, je me suis dit, non, c'est pas vrai que je vais quitter sans rien, en fait. S'il le faut, je quitte après avoir eu ma résidence, mais je quitte pas. Je vais le faire quand même. Ouais. C'est pas pour pas l'avoir. Non. C'est ça. Toutes les personnes qui ont investi en moi, tu vois, je veux dire, la dame là qui avait fait mon papier d'immigration, toutes ces personnes qui ont été présentes pour moi, qui m'ont soutenue, qui m'ont aidée, qui ont cru en moi, tu vois. Non, c'est pas pour lâcher et tout, tu vois. Tu te sentais redevable à quelqu'un. Ouais, il y a ça. À moi-même aussi, parce que du coup, ça m'a fait perdre du temps aussi sur mon cheminement. Parce que quand t'as pas les paplards, il y a beaucoup de choses que tu peux pas faire. Tu vois, tu es en mode... tu te débrouilles, tu vois. Tu fais ce que tu as à faire, mais en mode tu te débrouilles. Mais c'est jamais fluide, en fait, tu vois, ce te dire. Donc, je me retrouvais avec un boulet. Donc, par rapport à ça, ouais, j'avais quelque chose quand même je me devais de me battre pour avoir la résidence. C'est une belle histoire. Je trouve que quand on entend des histoires d'immigration, c'est vraiment des belles histoires de résilience. J'espère que les gens qui vont avoir entendu ton histoire aujourd'hui, qui vont l'avoir écoutée, vont se retrouver. Il y en a plein. Moi, je découvre des choses plus à l'âge adulte avec les employés que j'ai eus, avec les personnes qui sont autour de moi, que je vois le struggle dans lequel ils peuvent être en lien avec les papiers, les revenus, les limitations, etc. Puis à chaque fois, je me dis, comme je viens de te dire, wow, il faut vraiment avoir la motivation de se dire, la conviction que j'ai ma raison d'être ici et je le fais, je sais pourquoi je le fais, peu importe c'est quoi le pourquoi. C'est ça. Fait que j'espère que les gens qui vont avoir entendu ton histoire aujourd'hui vont vraiment... J'espère vraiment. Ça va inspirer. Ça va inspirer. Les bras. Puis c'est aussi, il y a certaines choses que quand on ne fait pas ce parcours-là, on prend pour acquis. Moi, je suis déjà née ici. Oui, c'est Moi, vrai. je suis née ici, puis
j'ai jamais pensé à partir particulièrement et tout. Passer de Montréal à Laval, ouf, la grosse... passer le pont, c'est gros, là, et tout. Mais sinon, je me rends compte qu'au final, moi, je suis choyée. Je suis choyée d'être quelque part où est-ce que je suis déjà, où est-ce que je vois mon futur, je vois mon avenir. Pour moi, c'est juste logique parce qu'il n'y a rien pour moi à l'intérieur qui fait que, ça cloche. OK, quand il fait froid l'hiver, que j'ai pas envie de pelleter ou de déneiger ma voiture, bon, ça dérange un peu. Mais il n'y a rien viscéralement qui me dit, on va faire ta vie ailleurs. Puis ça, c'est un cadeau finalement. C'est là, mais c'est un cadeau. Ouais. Alors... Où est-ce qu'on peut te rejoindre pour les gens qui nous écoutent? Alors, pour ceux qui m'écoutent, vous pouvez me rejoindre sur Insta, Nodli Musique. Sur Facebook aussi, Nodli Musique, ben ça c'est la page artiste. Page personnelle, Nodli l'artiste. Sur TikTok, les moments M de Nod, parce qu'ils peuvent voir un petit peu notre particularité de nos nodes. Et c'est ça. Génial. Génial. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes. Afrodescendant, le podcast sur Instagram, Facebook, YouTube, évidemment. TikTok aussi. Donc, venez nous voir. Et là, on va aller faire un segment Patreon. Et vraiment, moi, je suis restée sur mon appétit parce qu'avec le temps qu'on avait pour l'épisode, on a fait le tour. Fait que je vous le dis tout de suite, je vais poser 1 ou 2 questions là, sur le Patreon là, en lien... avec tout ça. Ouais. Alors, on vous attend sur Patreon. Et allez, si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner. Vous allez voir. Ça vaut la peine.